Puis-je, cher et noble ami, te poser une devinette délavée, tout en piège? Connais-tu, sans mentir, la terrifiante course américaine appelée Cannonball? Il m'étonnerait que oui, car tes connaissances ne ressemblent pas aux lignes ancrées du dictionnaire. Alors lis ça, et plutôt écoute ça, et vite. Une course américaine parfaitement dingue. Le but précis du Cannonball est de partir de New York City pour relier en temps record Los Angeles. Seule règle du jeu, pas de spécial, pas de catégorie de véhicule, pas de règlement si volume. Le tout est d'arriver le premier en empruntant les routes qu'on désire avec le véhicule de son choix, simple et démentiel. Les concurrents doivent soutenir un rythme d'enfer au sein de la circulation normale, lamentablement limité à 55 miles per hour, environ 90 km/h. Pourquoi cette course s'appelle-t-elle Cannonball ou boulet de canon? Parce que l'un des vétérans de la course se nommait en toute modestie Ernest J. Cannonball Baker. Et c'est en 1933 que ce Ernest, ce cher vieux Ernest, qui à l'époque était jeune, se paie un somptueux New York-Los Angeles en 53 heures 30 minutes au volant d'une Graham à compresseur. La dernière performance du Cannonball américain remonte à 79 à l'époque. Haynes, associé à David Warburg, sur Jaguar se permettait un 140 km/h de moyenne en 32 heures et 51 minutes. Si vous voulez connaître la dernière performance en cours, il vous suffit de regarder un des articles que nous avons fait paraître où une Mercedes fait ce trajet à peu près en 25 heures. Pour tout dire, c'est déjà performant avec une Jaguar à 140 de moyenne. La course est ahurissante, une performance de l'impossible. En cette année 81, une association sportive allemande reprend à son compte l'organisation du premier Cannonball européen, le premier. Apprenant la nouvelle, nous sautons sur notre Haridel métallique pour nous inscrire à cette folie reniflant l'huile bouillante et les bielles en érection suprême. Comme il se doit, de la main, quel jeu de mots, règlement extrêmement simple. Partir de Støvring, au nord du Danemark, le samedi 25 mai, pour arriver en temps indécent à Estepona, sud espagnol, soit 3300 km. Voilà un chiffre qu'on te serre à la pointe d'un sabre de combat. Pour s'inscrire, il faut que les 99 équipages versent chacun 968 Deutschmark à l'époque. Le gagnant reçoit 10 000 Deutschmark, le second 5 000 Deutschmark et le troisième 2 500 Deutschmark. Samedi 25 mai, au fin nord du Danemark. Réunion des équipages à 18 h dans une salle qui sent la bière blonde. Près de 94% d'Allemands, quelques équipages suisses et autrichiens. Puis nous, seuls pauvres Français à sauter dans cette galère en acier chauffé au rouge, plus rouge que le soleil d'Orient, en train de se mettre au pieu. Ça demande une énergie certaine, ne trouves-tu pas? Tu t'en fous, moi je trouve. Jackie et moi sommes donc là, assis par terre, pas assez de chaises pour tous. Assis pour écouter la belle langue de Goethe, dont je ne mords pas le moindre mot. À nos côtés, on a malgré tout un Suisse allemand traduisant en English la diarrhée verbale de l'organisateur. Il commence par dire, c'est enflé, comme pour encourager les équipages, qu'un concurrent s'est fait coincer la veille au Danemark à 110 km/h au lieu de 80, et que cet exercice lui a valu une amende en fer forgé de 3 champs de Deutschmark payables sur le champ, soit environ 2000 € de notre belle époque. Du coup, et en regardant pensivement mes chaussures, je me dis que l'homme est rassurant et perspicace. Il continue en disant que si on va vraiment fort, c'est le retrait de permis sur le champ, même si roulant en ville, voire la confiscation de la voiture. Propos te mettant à l'aise. D'autant que dans le parc voiture, 2 représentants de l'ordre traînant, nonchalant à 3 h de l'après-midi, sous les ordres probables d'un abruti de sous-œuvre de carrière, leur disant « Va faire un tour à Støvring et établissez-moi un rapport, bande d'andouilles ». Rapport bien entendu diffusé au travers du pays. L'organisateur continue. Vous êtes là à vos risques et périls, je vous conseille de détruire tout document portant le nom du Cannonball dans vos voitures. En cas d'accident, ça peut être les pires ennuis. Boum, l'homme à la barbe en zinc nous balance ça avec un sourire à te glacer le pôle sud. Il continue toujours. N'oubliez pas, l'Espagne, gentlemen. Là-bas, une infraction mineure, excès de vitesse ou accident corporel bénin, risque de vous amener au trou le temps de savoir si le rat espagnol récite Baudelaire. Ça rigole ferme dans la salle. Mais je devine des réflexions. Comment aborder le Danemark? Quelle vitesse adopter? Si je veux garder ma dignité et mes sous tout au long du parcours. Nous ne sommes responsables de quoi que ce soit. Si par exemple une erreur vous conduit en tôle, nous n'intervenons pas. Impossible. Vous avez malgré tout une assurance permettant de vous rapatrier, vous et votre voiture en cas d'accident.
Et pour conclure, je vous convie à la bénédiction de 2 prêtres protestants, sur mon défaut. Et que le meilleur gagne, ça j'aurais pu le dire. Dans le parc concurrent s'alignent de drôles de bêtes qu'on a envie de mettre en cage, bêtes parmi lesquelles se trouve la gagnante. Devinez laquelle? Une Ferrari 512 bébé rouge qui sera pilotée par une seule personne, car le conducteur est assisté d'une charmante jeune fille dont le rôle unique est de le soutenir moralement. Faire 3300 km à fond, seul au volant, représente une performance de 3 tonnes. Une autre Ferrari, une 308. Un peu à l'écart, une BMW M1, vitesse maxi 270 km/h. Puis 2 Porsche Carrera RS de 1974, préparés comme des diamants. Ces deux-là, je m'en méfie déjà. Je les redoute, malgré leur air bonasse. Dans le genre identique, une berline Mercedes 500 SE, dont la suspension a l'air salement préparée. Le propriétaire, plein d'humour, a remplacé le sigle arrière 500 par un minable 280 SE, histoire de rire ou de se foutre de la gueule du monde. Préparation optimum aussi pour une BMW B7 Turbo Alpina. Monstre qui doit prendre 240 le temps de dégainer son peigne. Et puis une série de Porsche SC et 3 litres 3 turbo dont le rôle sera certainement d'occuper les avant-postes. De même qu'une brochette de Mercedes 450 SLC et 500 SLC, comme la nôtre prêtée par Mercedes France. Qu'est-ce que je vois encore? 2 Morgan Plus 8 dont la vitesse de pointe ne dépasse pas 190 km/h, ainsi qu'une ravissante Lotus 7 animée par son petit moteur Ford. Des voitures incapables de prétendre à la victoire mais pouvant se classer raisonnablement. De même qu'une Jeep de série et un Chevrolet Blazer. Au niveau des engins insolites, une Plymouth Satellite avec un big block de 440 cub-inch, affûtage maxi et 500 chevaux à la roue. Une Lamborghini Jarama occupée par 3 Suisses, enfin 2 bécanes, une 900 Bolt d'or et une Suzuki 1100. Là, je tire mon chapeau très bas et valeureux. Assez brave que je qualifie de héros avant l'apocalypse. C'est pas juste un peu mon neveu. J'ai donc mis sur la table l'essentiel. Les concurrents intéressants, susceptibles de se placer dans les 10 premiers, les autres étant des figurants en meublant la salle à manger. J'oubliais un pick-up Mercedes 450 et un super bouquet garni de Porsche 924, 944 et 928 de tout calibre. Pour nous, journalistes, départ à 20h. 3 heures avant les autres. Devant nous, l'une des 2 Carrera RS. 960 kg, 230 chevaux. La jaune. En deuxième ligne, la Jarama. Et puis nous. Pleinement rassurés par les propos de l'organisateur, nous attaquons le Danemark comme un chat évitant de marcher dans l'eau salée. On essaie de respecter on ne peut mieux les limitations danoises, ce qui, pour un début de course, revient à se couper les pattes. Damnation, de fait, tonton chéri, nous atteignons la frontière allemande à 22h27, soit à la moyenne foireuse de 99 km/h. C'est d'autant plus minable que nous n'avons pas rencontré un seul flic. Et ils nous ont salement eu. Bien fait pour nous. Il y a des moments où il faut prendre des risques, pas vrai? Maintenant, ça va flinguer. On se venge. C'est la grande Allemagne, non limitée. L'heure où la plèbe assise au bord du lit enlève ses chaussettes. On ne lésine plus sur le coup de tatane donné à l'accélérateur. D'emblée, on entonne 2,40, 2,50, 2,60, permanent, au milieu de la ligne noire. À 2,60, le régime moteur n'est que de 5600 tours, fiabilité assurée. Bien que la voiture soutienne ce rythme sans réaction vislarde, la conduite demande une attention soutenue au téléphone. Pas question de se gratter l'oreille, encore moins le lobe, voire le plus loin possible car n'oublions pas, à 260, on parcourt 72,22 mètres à la seconde. Cela signifie qu'il importe de garage, toujours un jeu de mots foireux, de prévoir les sorties de virage, d'imaginer suffisamment à l'avance les réactions sous-cutanées du crétin déboîtant sans le moindre clin d'œil dans son rétro. Tu lui arrives dans les bottes et voilà qu'il te fait le coup du lait sur le feu, alors que tes bielles respirent à 8000 mètres d'altitude. Il te reste 200 mètres pour éviter l'inondation en montant sur les freins. Dieu merci, ils sont parfaits sur la 500. 4 disques ventilés complétés par le système ABS d'anti-blocage. Il n'empêche que tu vires au vert pâle en t'arrêtant à une demi-saucisse de Toulouse de pare-choc du connard. Juste avant Hambourg, un camion nous fait le coup, exprès à mon avis, par vice. La vengeance du prolo empoisonnant sadiquement une voiture rapide qui lui a envoyé 6 appels plein phare dans ses écoutilles. 30 km plus tard, une 220D nous refait le coup alors que nous étions dans ses fesses à 220. Là c'est moins une, juste le temps de demander à Saint-Joseph de pas trop jouer au con. 50 km au sud de Cassel, ça tourne sec, on lève le pied, stabilisant l'aiguille autour de 210, brusquement. Alors que nous parlions gentiment avec Jackie de la pluie et des femmes de Saint-Paul,
2 phares acidulés comme du jus de citron percent les rétros. En moins de temps qu'il faut à la sécurité sociale pour crier au déficit, la Carrera RS jaune nous saute à 250 km/h dans une courbe serrée. On en reste médusé, sidéré, ahuri, dégoûté radicalement, ébouillanté, momentanément cuit comme des tranches de foie. On n'était pas à fond, mais on ne traînait pas non plus. Et voilà-t-il pas que cette Carrera satanique nous met 40 bandes dans la vue, scientifiquement et désespérément, comme le torero enfonce son épée dans la nuque du cheval. Pourquoi pas, hein? On en perd pied. D'abord parce qu'on se sent minable à un point pas possible. Ensuite parce que le mouvement de cette voiture en pleine courbe, à fond de régime, représente un grand moment dans nos têtes dépravées. Vraiment grand à voir. Cette vieille Carrera du haut de ses 6300 tours, great. Tonton, j'en veux une de suite, sinon je mets le feu à la maison de campagne. La Carrera disparaît rapidement. Au bout de quelques secondes, ses phares transpercent encore les sapins, puis tout redevient tranquille. On a bien essayé de suivre le train, mais pas plus de 30 secondes. Impossible et parfaitement français. Écœuré, on continue de vatrouiller entre 210 et 230. Passé Francfort, l'autoroute est pratiquement rectiligne. Courbe à long rayon, à fond partout. Et jusqu'à la frontière française, direction Mulhouse, le compteur oscille entre 250 et 260. À ce régime, les ravitaillements se font tous les 300 km, pas plus, soit une consommation de 26-27 litres au 100. Les 930 km que représente la traversée de l'Allemagne sont couverts en 5 heures 3 minutes, soit une moyenne de 186 km/h. Pas mal, mais peut mieux faire, disait mon prof de philo. Pauvre con. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite et l'arrivée en France et en Espagne.